Merci à tous d'être présents pour ce premier webinaire, donc ce premier épisode du webinaire La trousse à outils des professionnels du sanitaire et du social. Donc nous sommes là environ pour 3/4 d'heure, 1 heure. Je vais commencer déjà par me présenter. Donc moi je suis Marine Robe de la plateforme des métiers de l'autonomie portée par l'association MCE M3S. Donc rapidement, en fait, on œuvre pour tout ce qui est attractivité des métiers, promotion du secteur qui est le secteur médico-social. Et nous accompagnons aussi des futurs professionnels et les employeurs dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée par 2 de mes collègues, donc Benjamin et Sophia, qui tiendront le rôle de modérateur tout au long de ce webinaire. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Benjamin, je vais te laisser le prochain point pour faire un point donc, sur tout ce qui est RGPD, puisque ce webinaire est enregistré. Alors, bonjour à tous et à toutes. Un petit point sur ce webinaire. Donc, comme Marie vous l'a dit, il est enregistré pour une rediffusion en replay. Donc, si vous ne souhaitez pas y apparaître, je vous invite à couper votre caméra. Donc, ce webinaire, il se veut en format court et interactif. Donc, tout au long de la présentation, nous vous invitons à poser vos questions dans le volet de chat. Et Sophia y répondra au fur et à mesure. Elle présentera vos questions aux professionnels pour y répondre au fur et à mesure. Voilà. Et à la fin du webinaire, on aura un temps d'échange. On vous invitera à réactiver vos micros si vous avez des questions à poser à nos professionnels. Voilà. Bon webinaire. Merci Benjamin. Donc avant d'accueillir nos 2 experts du jour, je vais laisser la parole donc à Catherine Bayot de la région Normandie. Bonjour à tous. Oui, donc Catherine Bayot, donc je suis animatrice territoriale emploi-formation sur l'arrondissement Argentan-Flers. Ce projet, c'est un projet qu'on a monté il y a quelques mois maintenant. Il fait suite à une action qui était un hackathon qu'on a mis en place en décembre 2023 maintenant, avec tous les professionnels des métiers du sanitaire, du social, du soin. Et l'idée, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que nos dispositifs d'aide au recrutement ou d'aide aux entreprises n'est pas toujours connus. Donc, d'où l'idée de ces webinaires. On va essayer d'en mettre un par mois. Et c'est le premier. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et puis, je vous laisse profiter de ce rendez-vous mensuel. Voilà. Très bien, merci Catherine. Donc, on va pouvoir lancer ce premier webinaire tout de suite. Et donc, je laisse la parole à nos 2 expertes. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous représentons le Cap Emploi, qui est un service public pour l'emploi qui accueille les personnes en situation de handicap dans l'emploi et vers l'emploi. Je suis Sophie Caillot, déléguée au maintien dans l'emploi chez Cap Emploi, et j'interviens sur tout le département de l'Orne. Et moi, je suis Virginie Touchelet, déléguée en insertion professionnelle sur le secteur référente entreprise, sur le secteur de Flers, Donfont, La Ferté-Macé et une partie d'Alençon. Bienvenue à toutes les deux. Donc, pour commencer, on va commencer par 2 questions. Donc, je vais les lancer en fait dans le chat où vous aurez même peut-être une fenêtre qui devrait arriver avec la première question où vous devez répondre si vous avez connaissance des personnes en situation de handicap reconnues ou non au sein de votre structure. Donc, vous avez juste à cliquer sur oui ou sur non. Voilà. Et donc, je vais lancer la 2e question qui est de donner 3 mots pour décrire ce qui signifie pour vous recruter une personne en situation de handicap. J'espère que vous voyez bien tous, mais j'ai une dizaine de réponses déjà pour la première. Sophia, est-ce que tu peux nous donner quelques réponses? Oui. Alors, pour la première question qui est est-ce que vous avez connaissance d'une personne en situation de handicap dans votre structure? Il y a 90% de personnes ici présentes qui ont connaissance et 10% qui n'ont pas connaissance. Et les 3 mots pour décrire ce que signifie pour vous recruter une personne en situation de handicap. Donc, il y a le mot inclusion, le mot adaptation, le fait de s'adapter.
le mot aide, aussi problématique, et inclusion, challenge. Voilà, compétences également. Merci. Très bien, merci. Donc, on va essayer en tout cas d'apporter des éléments de réponse par rapport à tous ces mots. On va commencer par un chiffre, c'est 80%. Donc, 80%, ça représente en fait la proportion des handicaps invisibles reconnus en France. Donc, ça veut dire qu'en effet, par rapport à cette première question, on n'est pas forcément tous au courant que nos salariés sont porteurs d'un handicap. Et voilà, l'invisibilité, c'est l'un des challenges, si je reprends l'un des mots aussi, puisque les personnes n'ont pas forcément cette envie aussi de faire part de leur handicap à leur employeur. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir laisser la parole maintenant à nos experts qui vont pouvoir nous en dire plus. Donc, la loi du 11 février 2005 détermine tout le volet de l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, par cet intermédiaire, la loi instaure une cotisation OETH pour les entreprises qui définit que toute entreprise de plus de 20 salariés ont l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs en situation de handicap. Dans le cas contraire, les entreprises sont soumises à une taxe qu'elles versent à un organisme financeur. Donc, cela grave dans le marbre l'organisme financeur AGFIP pour les entreprises de droit privé. Et on voit la création du FIP qui, elle, est l'entreprise financeur, le partenaire financeur pour les entreprises de droit public. Elle instaure également un principe de compensation du handicap. C'est un moyen matériel ou immatériel qui permet d'amener un salarié en situation de handicap à travailler de manière optimale par rapport à un salarié qui, lui, n'est pas concerné par le handicap. Parfois, le simple fait de travailler un nouveau projet professionnel peut détourner la spécificité de santé et le handicap, du coup, n'est plus un frein. C'est aussi à l'occasion de cette loi que la maison départementale de l'autonomie qui était appelée avant MDPH et qui est maintenant appelée MDA voit le jour. Donc, si vous faites appel à Cap Emploi, comment on peut vous accompagner? Donc, notre rôle, ça va être le diagnostic des besoins de compensation et également la recherche de ces solutions de compensation. Comme ma collègue l'a évoqué, ces solutions de compensation peuvent être soit matérielles, mais également organisationnelles. Donc, ces recherches de solutions peuvent être faites dans l'emploi pour des salariés ou des agents de la fonction publique, mais également vers l'emploi. Il y a 3 possibilités d'être reconnu travailleur en situation de handicap. Alors, pour le premier partenaire qui est la MDPH, je précise qu'il suffit simplement d'avoir le justificatif d'accusé de réception. Vous pouvez avoir soit une reconnaissance de travailleur en situation de handicap qui s'appelle la RQTH, ou une demande de carte de mobilité inclusion, il y en a 3, celle de stationnement, la carte prioritaire et la carte d'invalidité, ou alors faire une demande d'allocation d'adultes handicapés. La deuxième possibilité, c'est par l'intermédiaire de la CPAM pour les salariés et les indépendants ou la MSA pour le volet agriculture. On demande une pension d'invalidité de première ou seconde catégorie où le médecin détermine un taux d'incapacité permanent ou partiel supérieur ou égal à 10% avec une rente. Cela concerne les accidents du travail ou alors les maladies professionnelles. Et la troisième possibilité qui est un peu moins fréquente, c'est d'avoir une pension militaire ou une pension de la fonction publique supérieure ou égale à 10%. Donc, lors de ce webinaire, il nous a semblé intéressant de pouvoir évoquer les différentes situations de handicap que nous pouvons rencontrer, puisqu'on l'a vu tout à l'heure,
80% des situations de handicap sont des handicaps invisibles. Au travers de nos différentes missions, nous pouvons intervenir sur toutes ces typologies. Donc, on peut faire face à du handicap moteur, qui est aujourd'hui assez fréquent, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Également des maladies invalidantes, du handicap psychique, du handicap auditif, visuel, mental et cognitif. Aujourd'hui, on a également beaucoup de troubles du neurodéveloppement qui sont détectés. Donc, pour pouvoir nous accompagner dans ces différentes typologies de handicap, nous avons la possibilité de faire appel à des ergonomes spécifiques. Donc, en fonction de la typologie de handicap, nous allons solliciter le spécialiste adéquat. Bien, merci beaucoup à nos expertes. Pour d'abord, est-ce qu'un employeur a l'obligation d'embaucher des personnes en situation de handicap? Et si oui, est-ce que l'employeur a l'obligation de connaître le niveau de handicap de la personne qui candidate ou pas? Comme on l'a vu précédemment, la loi détermine 6% de salariés au sein d'une entreprise. Donc, si ces 6% ne sont pas atteints dans les entreprises de plus de 20 salariés, il y aura une cotisation à donner à la GFIP ou au FIP suivant l'organisme partenaire. Et l'autre question, c'était, est-ce qu'on est obligé de connaître le handicap de la personne? Non, ce n'est pas une nécessité. D'accord, très bien. Merci. En fait, la personne, juste une petite précision, la personne peut vous dire qu'elle est en situation de handicap et évoquer ses restrictions. En revanche, en aucun cas, il n'y a une obligation, que ce soit à vous ou à nous, d'évoquer la pathologie. Nous, quand on va échanger avec une personne en situation de handicap, on va toujours se baser sur les restrictions. Quelles sont ces restrictions? Quel est l'impact que l'état de santé ou la pathologie peut avoir sur la situation de travail? Mais si la personne ne souhaite pas nous donner l'information sur le nom de la pathologie, etc., on reste sur du déclaratif. Très bien, merci. Alors, l'accompagnement des employeurs. L'idée est d'avoir une information centralisée. Donc, chez Cap Emploi, nous avons 3 grandes missions. La première, c'est à appuyer les équipes de France Travail. Par ce biais, sur le système informatique France Travail, les conseillers à dominante entreprise vont aller recueillir les offres, les diffuser, les animer, les offres dédiées TH, bien sûr. Donc, nous contactons les candidats par téléphone, on valide les prérequis de l'employeur et on assure aussi que les personnes soient bien détenteurs d'une RQTH. Le deuxième point, c'est l'accompagnement des entreprises. On sensibilise au développement des politiques TH dans les entreprises, on détecte les besoins en recrutement et en maintien, et on travaille la promotion de profils par l'offre et la demande. Globalement, les personnes qui nous accompagnent ont 40 ans et plus. Elles ont acquis un savoir-être et un savoir-faire professionnel. Elles ont souvent la motivation et la pugnacité pour se relancer sur un nouveau projet professionnel suite à un accident de vie ou la maladie. Ensuite, on sécurise les parcours TH. Quand elles sont en insertion, on les sécurise 6 mois après leur arrivée en poste et elles basculent sur le volet du maintien pendant 18 mois, ce qui fait que c'est une sécurisation globale, si nécessaire, ce n'est pas une obligation, de 24 mois. On maîtrise également les prestations de droit commun et de droit spécifique. Et notre troisième grande mission, c'est la veille du territoire. Alors, on anime ce qu'on appelle des grands comptes. Alors, un grand compte, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise à dimension régionale ou nationale de plus de 250 salariés. Et de ce fait, il y a un conseiller référent qui lui est dédié. Nous sommes également en veille sur les différents bassins d'emploi de notre département pour pouvoir accompagner au mieux les demandeurs d'emploi et les entreprises. Et dans le cadre de la loi du plein emploi du 1er février 2025, on participe aux comités locaux pour l'emploi. Cette loi a pour vocation de coordonner les acteurs de l'insertion professionnelle et autres services pouvant apporter une réponse globale aux entreprises et aux demandeurs d'emploi. Bien, merci.
Comment faites-vous les promotions de profil auprès des employeurs? Alors, ça vient du fait que le demandeur d'emploi a travaillé un projet professionnel. En général, est passé par tout un tas comment dirais-je, c'est un parcours, en fait, qui est co-construit, mais je vais en parler un petit peu plus loin. Bon, je vous le dis maintenant. C'est un parcours qui est co-construit avec lui et ça passe par des enquêtes métiers, par des périodes de stage qu'on appelle des PMSMP. Ça peut passer par la formation. Voilà. Donc, les choses sont bien sécurisées. En parallèle de ça, on sécurise aussi le volet du champ handicap, d'accord? La compensation nécessaire ou pas. Et du coup, quand on arrive face à un employeur, on ne vend pas un profil TH, on vend des compétences. Très bien, merci beaucoup pour la réponse. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions tout au long du webinaire, en tout cas, à les poser dans le chat pour ceux qui nous ont rejoints entre deux. Alors, les missions de l'insertion, l'accompagnement vers l'emploi, en fait, en tant que recruteur, l'insertion des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi, elle se fait dans un lieu unique qui s'appelle maintenant le LUA. Donc, à la création de France Travail, en janvier 2024, sauf erreur de ma part, ce lieu est apparu, ce qui veut dire qu'il y a un expert Cap Emploi qui reçoit sur rendez-vous dans les agences France Travail. L'objectif est d'avoir une offre de services intégrée des deux réseaux afin d'améliorer et de simplifier les demandes des employeurs et des demandeurs d'emploi. Cap Emploi est maintenant une modalité d'accompagnement France Travail. Une fois par mois, il y a ce qu'on appelle les teams TH au sein de France Travail. Elles sont constituées d'experts handicap, de conseillers France Travail orientés TH, d'une responsable d'équipe et d'un psychologue du travail. Et ils se réunissent tous les mois pour accompagner les bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les entreprises. L'accompagnement des teams TH relève d'un accompagnement classique avec la prise en compte du handicap de la personne et ce sont les personnes les plus autonomes. En ce qui concerne notre accompagnement, lui relève de l'accompagnement plus spécifique car il prend en compte le besoin d'acceptation du handicap et la nécessité de retravailler un projet professionnel. Donc c'est une action qui est co-construite avec le bénéficiaire de l'obligation d'emploi. On a pour vocation d'identifier les besoins de compensation, de sécurisation d'un nouveau projet en s'appuyant sur un socle de compétences de la personne et ses aspirations. Donc, on définit un projet en fonction de tout ça. La personne peut aller en formation ou aller directement en recherche d'emploi. Merci. Nous avons une question concernant les comités locaux pour l'emploi. Ce qui concernait la slide précédente. Qui siège dans les comités locaux pour l'emploi? Donc, les comités locaux pour l'emploi, c'est ce qui remplace les CATEF, les comités d'animation territoriale formation, qui étaient présents avant sur le territoire. Là, les comités locaux découlent de la loi plein emploi. Ils sont pilotés par l'État, la région et avec une vice-présidence au département. Les personnes qui y siègent sont tout le réseau Pôle emploi, c'est-à-dire France Travail, Mission locale, Cap emploi, et puis les EPCI, les élus des EPCI, et puis après peut venir en fait toutes les personnes qu'on estime expertes sur un sujet. Il se déroule 3 fois par an. Et il y a un comité local sur le territoire Argentan-Flers, il y en a un autre sur le territoire de Mortagne et un autre sur le territoire de l'Aigle. Voilà. Merci Catherine. Pour nos expertes, donc concernant la team TH, est-ce qu'on peut penser que c'est la team TH qui vient au sein de notre entreprise ou pas? Alors non, la team TH, c'est un groupement comme je vous l'ai expliqué, d'experts handicap, de conseillers France Travail, d'une responsable d'équipe et d'une psychologue du travail qui siègent au sein de France Travail, en fait.
Elle ne se déplace pas en entreprise. Très bien. Merci Virginie. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, maintenant que nous avons évoqué l'accompagnement des employeurs et comment on travaille le projet avec des demandeurs d'emploi avant de vous présenter les candidatures, on va évoquer notre accompagnement au sein de votre entreprise pour vos salariés ou vos agents de la fonction publique. Donc, dans ces accompagnements, on a 2 missions. Donc, la mission principale, ça va être le maintien dans l'emploi. Donc, notre priorité, ça va être de viser le maintien au poste en proposant des aménagements adaptés et durables. Bien entendu, ces propositions d'aménagement, elles vont se faire en accord avec le service de santé au travail. Donc, c'est notre principal partenaire. On échange toujours avec le médecin et on va vérifier, comme je vous le disais, comme on ne connaît pas la pathologie, on va vérifier avec le médecin que les aménagements proposés sont cohérents. On va également, si ce n'est pas possible, envisager un reclassement au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment notre priorité, c'est le fait que le salarié ou l'agent reste vraiment dans son entreprise initiale. Donc, pour ce faire, on va proposer différents aménagements et dans la slide suivante, on va pouvoir évoquer des exemples pour que ce soit un petit peu plus concret. Donc, j'ai pris des exemples qu'on a pu mettre en œuvre dans le secteur sanitaire et social, ou médico-social, pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous. Donc, on peut proposer des sensibilisations des équipes à la typologie de handicap et aux moyens de communication et de compensation. Pourquoi on évoque les moyens de communication? Parce que c'est déjà arrivé qu'on ait du handicap invisible. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui était atteinte de surdité, qui était malentendante, et ça pouvait poser des problèmes au sein de l'équipe parce que les collègues n'étaient pas au courant de cette problématique. Ce qui fait que le comportement de la salariée pouvait paraître parfois comme quelqu'un qui ne s'intégrait pas, qui ne voulait pas échanger avec ses collègues. Et quand on est intervenu sur la situation de travail, qu'on a pu voir que son équipement auditif n'était pas forcément adapté et qu'en plus ses collègues ne savaient pas comment communiquer avec elle, le fait de pouvoir proposer une sensibilisation avec l'accord de la salariée, bien entendu, pour pouvoir expliquer que si on lui parlait pas de face, elle ne pouvait pas savoir qu'on s'adressait à elle, qu'il fallait peut-être lui taper sur l'épaule pour lui dire je vais m'adresser à toi, se mettre bien en face, vérifier que le message avait bien été transmis. Eh bien, toutes ces informations-là ont permis par la suite de faciliter le travail et a permis de remettre un bon fonctionnement au sein de l'équipe. On a également la possibilité, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, de faire intervenir des ergonomes qui sont spécialistes en fonction des différentes typologies de handicap. Donc l'ergonome va intervenir directement sur le lieu de travail pour pouvoir identifier les postures, les différentes tâches et proposer des moyens de compensation qui seront adaptés au travail de la personne et à son environnement. Pour certains matériels, on a la possibilité de mettre à l'essai ce matériel pour vérifier qu'on a vraiment, qu'on obtient la compensation nécessaire pour améliorer la situation de la personne. Ensuite, on a différentes typologies de matériel. Ce qu'on fait le plus souvent dans ce secteur d'activité, ça va être la motorisation des chariots, par exemple. L'aménagement de postes tertiaires ou de véhicules pour des postes d'animation. On a également mis plusieurs supports de membres supérieurs pour des actes comme les prises de sang qui peuvent être répétitifs. On a l'électrification des portes coupe-feu, puisque ce sont des portes qui sont très lourdes. Si on va les pousser 20 fois dans la journée, eh bien, effectivement, ça peut solliciter fortement les membres supérieurs. Donc, tous ces aménagements-là, en fait, vont apporter un confort, mais également une compensation de la situation de handicap. Donc, une fois qu'on propose les aménagements matériels, bien entendu, on vous accompagne également dans la mise en place de subventions pour vérifier quelle est la prise en charge possible pour les matériels mis en application. Alors, en fonction des aménagements, on va vérifier qu'il y a également la prise en compte de la situation de handicap, mais est-ce que cet aménagement va bénéficier au collectif? S'il bénéficie au collectif de travail, l'AGFIP va nous demander de prendre en compte cette prévention, entre guillemets, pour l'équipe et baissera un petit peu de ce fait la subvention pour la personne.
On a également des possibilités d'aménagement organisationnel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vais prendre l'exemple d'une aide-soignante à domicile qui s'était rendue compte en fait que donc elle avait des problématiques motrices, elle devait éviter les gestes répétitifs. Et elle s'est rendue compte que quand elle allait chez les personnes dont les cas étaient les plus lourds, ça nécessitait forcément plus de temps passé chez la personne et que de ce fait, ça réduisait la multiplication des gestes. Donc, en accord avec sa hiérarchie et son collectif de travail, elle a pris en charge les cas les plus lourds pour en fait pouvoir limiter la multiplication des gestes, les trajets, etc. Donc, ça lui a permis de pouvoir rester à son poste, en accord avec le service de santé au travail. Si malheureusement le maintien dans l'emploi, donc que ce soit à son poste ou un reclassement au sein de l'entreprise, n'est pas envisageable, on va accompagner les personnes dans ce qu'on appelle le maintien en emploi. Donc ce maintien en emploi, ça va être accompagner la personne à maintenir son employabilité. Par exemple, on a une personne qui va avoir un accident du travail, qui va engendrer une longue période de soins. Donc, on sait que la personne va être en arrêt long, mais que malheureusement, suite à cet arrêt de travail, elle ne pourra pas réintégrer son poste. Donc, le but de cet accompagnement en emploi, ça va être de pouvoir, pendant sa période d'arrêt de travail, l'accompagner à accepter cette situation de handicap, pouvoir initier un travail sur, pourquoi pas, une projection vers un futur emploi et voir déjà ce qui pourrait être mis en place. Le but, c'est de pouvoir la rassurer jusqu'à son licenciement. Et par la suite, si le handicap est réellement un frein pour un retour vers l'emploi, on pourra l'orienter vers le service insertion du Cap Emploi pour que sa situation de handicap soit bien prise en compte. Très bien, merci. Euh, donc, nous pouvons supposer que finalement, un aménagement au sein d'une entreprise ne coûte pas à 100% pour l'employeur. Non, bien entendu, que ce soit l'AGFIP, le FIPHFP ou le OTH, il y a des subventions qui existent et qui vont prendre en charge en fait le surcoût lié à la compensation du handicap. Donc, je ne peux pas vous donner d'exemple puisque chaque situation est différente, que ce soit en fonction de l'environnement, du collectif de travail ou des tâches que la personne va effectuer. Donc, nous sommes là pour vous accompagner dans le montage de ces dossiers de subvention. Très bien, merci. Et si au sein de, parce que tout à l'heure vous parliez d'ergonome, est-ce que c'est obligatoirement l'ergonome au sein de Cap Emploi ou si on a une ergonome directement dans notre entreprise, c'est également possible? Elle peut travailler avec vous? Alors, bien entendu, dans un premier temps, on va travailler avec l'ergonome qui est présente sur le lieu de travail si l'entreprise a un ergonome sur place. En revanche, si on estime que la compensation du handicap mérite un avis expert, on sollicitera un ergonome de la GFIP ou du FIPHFP qui va aussi pouvoir, à un moment donné, argumenter notre demande de subvention. Donc vraiment, en fonction des situations, on va solliciter cet expert si on en a besoin. D'accord. C'est vrai que c'est une analyse unique finalement. Tout à fait. Qui est vraiment basée sur la typologie de handicap et sur la compensation. D'accord. Est-ce que vous auriez un exemple pour une personne qui travaille sur son bureau, qui a des difficultés, qui est en situation de handicap et que elle a besoin d'un aménagement dans son bureau? Alors, chaque situation de handicap étant différente, il est difficile de pouvoir évoquer un aménagement sans avoir plus d'informations. On va avoir différentes situations d'aménagement pour des postes tertiaires, soit par une sursollicitation entre guillemets des membres supérieurs, auquel cas là on va vérifier l'environnement de travail de la personne. Il y a une époque où la mode était au bureau d'angle, sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que les bureaux d'angle favorisent des postures qui ne sont pas du tout adaptées pour les personnes qui travaillent toute la journée sur leur bureau. Donc on va vérifier le clavier, la souris utilisée, l'aménagement lui-même du poste de travail,
Pour des personnes qui auraient des problématiques au niveau des membres inférieurs, on va vérifier s'il y a un besoin de changement de posture assez fréquent, auquel cas on peut préconiser un bureau élévateur, un marchepied spécifique. Pour des personnes qui auraient aussi des problématiques au niveau du bassin ou suite à des opérations au niveau du dos, etc., on peut proposer des sièges qui sont vraiment spécifiques avec des découpes dans la mousse au niveau de l'assise et qui seront vraiment adaptés à la personne et à sa situation de handicap. Sachez que vraiment tous les aménagements qui sont proposés sont réglés au gabarit et à la morphologie de la personne. Ce qui fait que si demain on se dit je vais prendre un siège qui coûte 1 500 € parce que c'est un fauteuil ergonomique, s'il n'est pas réglé à la morphologie de la personne et à ses difficultés, il ne va rien compenser du tout. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment intervenir des experts pour que ce soit personnalisé pour le bénéficiaire. Merci Sophie. Dernière question. Comment pouvons-nous communiquer auprès de nos professionnels sur le maintien en emploi pendant leur suspension de leur contrat de travail? Alors, là, c'est qu'est-ce qu'on entend par suspension du contrat de travail? Si c'est quelqu'un qui est en arrêt maladie, dans le droit privé, il existe aujourd'hui des possibilités avec le médecin du travail de pouvoir organiser des rencontres médecins du travail, entreprises et salariés si toutes les parties sont d'accord pour pouvoir justement travailler le retour à l'emploi. Du côté de la fonction publique, je sais qu'il existe différentes. Il y a l'arrêt de travail, il y a aussi le congé longue maladie, il y a différents statuts. Donc, ça peut être aussi en passant par notre biais, hein, ça peut être un employeur qui va nous envoyer ce qu'on appelle un signalement, qui va solliciter notre intervention auprès d'un de ses salariés. On appelle le salarié, s'il ne souhaite pas échanger avec nous, on arrête. Enfin, là, on reste toujours sur l'accord de la personne. On est sur de l'accompagnement. Si la personne ne souhaite pas être accompagnée, on ne pourra rien faire de toute façon. D'accord, très bien, merci. Effectivement, là, on a eu la réponse dans le chat, c'était dans le cas d'un arrêt maladie. D'accord. Voilà, merci. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, il existe différents financeurs. Alors, la particularité du secteur médico-social, c'est que les 3 financeurs peuvent intervenir en fonction du statut de l'entreprise. Donc, il existe 3 financeurs. Donc, l'AGFIP qui va intervenir pour toute entreprise du secteur privé. La particularité de la GFIP, c'est que nous avons la possibilité de monter en votre nom les demandes de subvention. Donc, si vous dépendez de la GFIP, ça va vous enlever, si vous le souhaitez, toute la partie administrative. Ce qui fait que nous, on a des accès aux plateformes, on peut faire le montage du dossier en votre nom et on vous tient au courant de l'avancée du dossier. Ensuite, nous avons le FIPHFP qui va intervenir sur tout ce qui est fonction publique. Le FIPHFP, chaque entreprise de la fonction publique va avoir ses codes pour se connecter au logiciel du FIPHFP pour les demandes de subvention. Si besoin, nous pouvons vous accompagner pour argumenter la demande de financement, pour pouvoir reprendre en main le logiciel si vous ne le connaissez pas. On peut vraiment vous accompagner à ces choses-là. Et enfin, l'OETH qui va intervenir auprès des établissements du secteur sanitaire et social ou médico-social privé non lucratif. Là encore, l'OETH a sa propre base. Chaque entreprise va avoir ses codes de connexion et nous serons là pour vous accompagner au fur et à mesure et argumenter la situation si vous le souhaitez. Et bien entendu, nous maîtrisons les catalogues de services de ces 3 financeurs. Donc, on peut aussi vous accompagner sur qu'est-ce que je peux demander, quelles prestations je peux solliciter en fonction de la situation. Enfin, il m'a paru important de pouvoir vous présenter les différents partenaires et leurs complémentarités si vous avez des salariés ou des agents en situation de handicap. Donc, comme on a pu l'évoquer au tout départ, vous avez le service public pour l'emploi qui va vous accompagner dans vos recrutements, donc qui va être représenté par France Travail, Cap Emploi et les missions locales.
Le Cap emploi maintien dans l'emploi qui va intervenir sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Nous allons travailler en partenariat avec les services de la CARSAT pour les personnes qui sont en arrêt maladie. Il faut savoir que la CARSAT propose un certain nombre d'actions de remobilisation pour les personnes qui sont en arrêt long pour justement préparer le retour à l'emploi. On sait très bien qu'une personne qui a été en arrêt long de plusieurs mois va être inquiet en se disant « va falloir que je reprenne le travail, comment ça va se passer ?» et que l'employeur lui aussi peut se poser des questions sur comment va se passer la reprise. Il y a une action de remobilisation qui s'appelle l'essai encadré, qui permet en fait aux salariés de rester en arrêt de travail, mais de venir dans l'entreprise comme si c'était un stagiaire, ce qui fait qu'il ne fait toujours pas partie de la masse salariale puisqu'il est il est en arrêt maladie, mais il peut quand même venir voir comment ça se passe, faire des tests et voir si la reprise à temps plein est possible, si un aménagement sera nécessaire, ou alors tester les aménagements pour vérifier qu'ils correspondent bien avant la reprise. Donc ça peut être vraiment rassurant et pour l'employeur et pour le salarié ou l'agent. Non, je dis l'agent, mais uniquement s'il dépend de la CARSAT. Excusez-moi, la fonction publique a plusieurs alternatives qui peuvent être un peu complexes parfois. Les services de prévention et de santé au travail, bien sûr, partenaires incontournables, puisque de toute façon, quel que soit le financeur, nous aurons besoin d'un avis du médecin qui va valider le matériel proposé ou le changement d'organisation. Et enfin, un rappel sur les fonctions de la GFIP et du FIPHFP qui sont les principaux financeurs. Et pour une association, comment ça se passe? Alors, pour une association, eh bien, on demandera à l'association de savoir effectivement, est-ce qu'elle dépend de la GFIP ou c'est une association qui est plutôt dans le secteur médico-social, est-ce qu'elle dépend de l'OTH? Mais on va accompagner l'association de la même manière qu'une entreprise. Elle peut bénéficier exactement des mêmes prestations. D'accord. Très bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc, pour toute information complémentaire, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers Cap Emploi. On pourra répondre à vos différentes questions et vous accompagner si nécessaire. Vous retrouverez l'adresse de contact dans le chat du webinaire. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci en tout cas pour cette synthèse parce que c'est pas évident de résumer en si peu de temps les services proposés par Cap Emploi notamment et puis d'aborder sur un volet du handicap et notamment du recrutement ou du maintien comme vous le présentiez en structure. Donc j'invite les personnes qui souhaitent prendre la parole directement et poser en direct live, comme on dit, à nos expertes leurs questions. Donc, si vous le souhaitez, ouvrez vos micros et je vous en prie. Pas forcément de questions. En tout cas, donc, comme le disait Benjamin, vous avez en fait la possibilité de prendre contact directement avec Cap Emploi via le lien qui est affiché pour remplir un formulaire, si je ne me trompe pas, pour vous prendre contact directement avec vous et faire la demande express par rapport à ça. On a quand même une question dans le chat. Il n'est pas toujours simple pour une personne de réaliser une demande RQTH. Alors, effectivement, le terme handicap fait peur. On peut aussi échanger ponctuellement avec des personnes qui se questionneraient sur est-ce que je dois faire la demande et qu'est-ce que ça va m'apporter. C'est aussi une possibilité de renseigner la personne pour lui expliquer qu'effectivement, ça pourra lui permettre derrière de pouvoir aménager son poste de travail, de pouvoir bénéficier pour elle ou pour l'employeur de subventions spécifiques pour cet aménagement et d'améliorer forcément sa qualité de vie au travail. Très bien, merci. Je ne sais pas si ça répond à l'interrogation. Voilà. Je crois qu'il y aura la réponse dans le chat qui ne va pas tarder. En tout cas, ce qu'on souhaitait proposer aussi dans le cadre de ce webinaire, c'est que, en tant qu'expert, vous avez cette capacité à pouvoir répondre aux structures là qui sont présentes aujourd'hui en direct, mais aussi dans le cadre du replay. Donc, c'est pour ça qu'on invite les personnes à vous contacter, mais c'est aussi
peut-être, dans un premier temps, pouvoir sensibiliser vos équipes, parce que, voilà, on l'a évoqué plusieurs fois dans le webinaire, les handicaps invisibles, quand on est collègue, on ne se rend pas toujours compte, en fait, que la personne, enfin, mon collègue a un handicap et à juste titre, voilà, parler de handicap, c'est loin d'être facile. Le fait de vous avoir la démarche en tant qu'employeur, de pouvoir proposer cette sensibilisation au sein même de votre structure, on trouvait ça plutôt intéressant, en tout cas, puisque ça fait partie de vos missions aussi, vous, au niveau de Cap Emploi, de sensibiliser en interne directement et de pouvoir évoquer en fait le sujet. Ça peut dédramatiser aussi ce champ-là parce que la posture employeur n'est pas toujours évidente pour aborder le sujet. Que là, si la démarche, elle vient de vous, ça peut aussi permettre à certains salariés d'avoir cette envie de communiquer un peu sur leurs difficultés sans forcément parler de handicap en direct, mais finalement, on peut y arriver par rapport à ce biais-là. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à les solliciter déjà dans ce cadre-là, et puis peut-être sur des situations plus particulières, à prendre contact avec Cap Emploi. Je vois qu'il y a des questions au niveau du chat. Je te laisse, Sophia. Alors, il y a une question. Avez-vous de la communication à destination des professionnels? Alors, je vois que derrière, il y a eu un rajout sur affichage. Oui, affichage, etc. Alors, nous n'avons pas d'affichage à proposer. En revanche, nous intervenons auprès des employeurs pour faire des présentations, si nécessaire, sur pourquoi parler de sa situation de handicap, échanger avec l'entreprise sur la modification de sa politique handicap ou le développement de celle-ci. On peut vous accompagner là-dessus. Sur tout ce qui est affichage, aujourd'hui, on ne propose pas ce genre d'action. D'accord, très bien. Comment Cap Emploi peut soutenir les conventions d'appui mises en place par les ESAT? Alors, effectivement, au niveau des conventions ESAT, c'est quelque chose qui est en cours d'approfondissement. Donc là, je n'ai pas de réponse claire à vous donner. En revanche, on peut revenir vers vous sans problème. Très bien. Et au niveau des représentants du personnel? Effectivement, on peut aussi présenter l'émission auprès du CSE. Ça permet aussi un meilleur échange parfois auprès des salariés concernés. Là, je vais parler plutôt sur des grosses industries. Ça nous arrive assez souvent d'aller justement présenter l'émission au niveau du CSE, puisqu'on sait que c'est ces membres-là qui vont plutôt être sollicités par une personne qui va être en arrêt, qui va poser des questions sur l'aménagement de son poste, etc. Et ça peut aussi effectivement faciliter la communication avec le salarié. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va commencer à clôturer ce premier épisode. Alors, n'hésitez pas, le chat est toujours ouvert. En attendant, je vous propose de répondre à quelques questions que je vais vous partager maintenant, alors qui s'affichent déjà sur l'écran, et puis on va repartir un peu avec la même méthode que tout à l'heure. Donc, je vous propose donc de répondre. Alors, normalement, vous avez des étoiles qui s'affichent pour savoir si ce webinaire vous a été utile. Si certains n'arrivent pas à répondre, n'hésitez pas à le mettre dans le chat voilà, le nombre d'étoiles que vous attribueriez. Il y a la deuxième question qui va également arriver pour savoir si vous souhaitez, oui ou non, justement, être recontacté. Donc, ça ne dispense pas, je vais dire, le fait de contacter directement et surtout de remplir le formulaire. C'est bien plus facile pour avoir la demande concrète aussi au niveau de nos experts pour récupérer, on va dire, les besoins de chacun. Et puis, une petite dernière où on aimerait avoir votre avis pour nos prochains épisodes. Vous, en tant qu'employeur du secteur, quel thème vous aimeriez sur ce format-là de webinaire? Quels experts vous souhaiteriez aussi avoir en face de vous? On a plusieurs thématiques que nous, on a en tête, en tout cas. Mais c'est toujours bien de pouvoir avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas à remplir
le petit formulaire, le nuage de mots qui s'affichera également. On vous laisse quelques minutes pour remplir. Alors, je ne sais pas si tu vois les réponses. Oui. Pendant que chacun remplit, je voulais juste remercier les experts pour cette présentation et puis merci MCE-M3S pour la qualité de ce travail. Est-ce que je peux annoncer Bien sûr. Le prochain webinaire aura lieu le 11 avril avec comme thème le recrutement autrement. Recrutement sans CV sur les compétences avec France Travail qui présentera la méthode de recrutement par simulation et puis dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, les PMSMP qui sont des stages pratiques pour tester les candidats. Voilà. Très bien, merci Catherine. Un retour rapide peut-être sur les réponses, en tout cas sur les thématiques qui pourraient être abordées. Donc, oui. Alors, donc, il y a l'intelligence artificielle qui ressort, les ressources humaines, le travail, les aides, l'embauche, la médecine. Je pense que c'était médecine du travail, j'imagine comme ça. Médecine du travail, oui, les mots sont découpés à chaque fois. En fait, oui, pour les nuages, en effet. En les lisant, très bien, en tout cas, d'avoir ces retours-là, ça va être important pour nous, pour la suite, justement, et pour que cette série ne se résume pas qu'à un seul épisode, mais on a déjà le 2e de prévu. Donc, au contraire, on essaiera d'apporter cette réponse pour la prochaine série. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Je vais remercier en effet nos 2 experts, Virginie et puis Sophie, pour la qualité de cette présentation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que on aura, comme ce qui est noté sur le diaporama, le replay qui paraîtra dans quelques jours, ainsi qu'un résumé de ce qu'on a pu avoir comme présentation aujourd'hui en infographie. Et puis, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos collègues pour bénéficier de ce replay. C'est quelque chose que l'on souhaite interactif en direct, mais qui puisse surtout rester sur le coin de notre table, comme on dit, quand on en a besoin. Donc, n'hésitez pas à partager ce webinaire. Et puis, en attendant, je remercie aussi Catherine pour l'introduction et la clôture de ce webinaire. Et puis, on vous espère nombreux sur le prochain épisode, donc fixé le 11 avril. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.